Bonjour Régis de Castelnau. Bonjour Jean-Baptiste Roch. Alors je vous remercie vivement d'être aujourd'hui sur ce plateau, le plateau de Front Populaire, une revue que vous connaissez bien puisque vous êtes l'un des principaux contributeurs de Front Populaire. Vous écrivez régulièrement dans les pages de la revue papier Front Populaire, mais aussi sur le site web Front Populaire où vous nous envoyez régulièrement des chroniques qui sont rédigées dans le cadre de votre blog qui s'appelle Vue du droit. Mais peut-être que tout le monde ne vous connaît pas parmi nos téléspectateurs. Et je voudrais, avant qu'on parle de votre livre, je voudrais qu'on fasse un petit point sur votre personne. Qui êtes-vous, Régis de Castelnau? Je vois, vous avez la Légion d'honneur. Vous êtes avocat, c'est ça? Absolument. Vous êtes toujours avocat en exercice? Non, non, non. D'abord, je suis une personne à risque Covid, hein, donc j'espère que je vais pouvoir bénéficier rapidement du vaccin. Hein, c'est pas encore tout à fait mon tour, mais ça va venir. Non, je suis un boomer et j'ai donc eu 18 ans en 1968. Ça me classe effectivement. Enfin, sur le plan historique. Et donc, j'ai décidé très tôt de devenir avocat. Et j'ai été avocat militant toute ma vie. J'ai plusieurs parties de vie professionnelle. La première a été liée à mes engagements politiques. Hein. J'étais l'avocat du Parti communiste et de la CGT. J'étais très lié au mouvement ouvrier. Ensuite, Ça, c'est dans les années 70, c'est c'est dans ça? les années 70, absolument, 70, jusqu'au début des années 80. Et donc là, la direction du Parti communiste, de ce qui était un vrai Parti communiste, une maison très bien tenue, a souhaité que je prenne des responsabilités internationales, ce qui a été le cas pendant les années 80. Hein, j'avais un cabinet en France, mais j'avais des activités assez importantes à l'étranger, que ce soit sur la solidarité ou que ce soit après l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, que ce soit sur la coopération économique avec les pays socialistes perestroïkés. Vous savez ce que sont devenus ces pays socialistes perestroïkés après 1990, 91 et la chute de l'Union soviétique. Tout ça s'est arrêté. Et donc là, j'ai décidé de créer une structure dédiée au droit public après la décentralisation. Décentralisation qui avait été mise en place par François Mitterrand. Hein, et votée à l'unanimité d'ailleurs par les partis à l'époque, je le rappelle. Et donc j'ai créé une structure spécialisée dans le droit public, le droit de la décentralisation. C'est ce qui m'a amené effectivement à développer un certain nombre de spécialités qui ont été à l'origine d'abord de mes différentes interventions, de ma volonté de m'exprimer dans des articles, au travers de mon blog Vue du droit, et la rédaction du livre pour lequel on se rencontre aujourd'hui. Donc ce livre, il est ici. Ça s'appelle Une justice politique. C'est aux éditions de l'Artilleur. Ça vient de sortir il y a quelques jours. Il faut lire le Ah oui, sous-titre, pardon. il a son importance. Oui, des années Chirac au système Macron, histoire d'un dévoiement. Alors justement, je tenais à ce qu'on lise cette phrase parce que j'ai accompagné tout un processus. J'ai accompagné ce qui s'est produit en France depuis, disons, les années 80, les fameuses années fric, hein, où tout le financement de la vie politique se passait par le biais de la corruption de la décision publique, c'est-à-dire que c'était les commissions sur les grands marchés, sur les marchés à l'export, etc. Et donc un jour, c'est devenu tout à fait insupportable à l'opinion publique et à un certain nombre de magistrats, et donc le système a explosé. Alors à la différence de la France, l'Italie, elle a réglé le problème. Un certain nombre de juges, un pool, comme il disait, s'est occupé de ça et il a liquidé l'ancien système. C'est-à-dire que le système des partis, qui était assez proche de celui de la 4ème République française, a été mis à bas. Hein, les partis ont disparu, démocratie chrétienne, parti socialiste, etc. etc. Donc ça a été l'opération Manipulite, main propre, qui ont amené l'arrivée au pouvoir d'un grand honnête homme tout à fait connu pour ça, qui s'appelle Silvio Berlusconi, hein, ce qui montre effectivement que cet assainissement était probablement nécessaire, mais enfin qu'il a produit des effets particuliers. Alors en France, on a fait différemment. On a fait ce que j'ai appelé l'opération main moite. C'est-à-dire qu'il y a une alliance entre l'opinion, comme en Italie, hein, une alliance entre l'opinion publique et la magistrature, enfin une partie de celle-ci, magistrature qui souhaitait son émancipation, hein, parce qu'en France, il y a une tradition de soumission
de la magistrature, de la justice au pouvoir politique, au pouvoir exécutif, depuis Napoléon. Et donc, il y a eu là une volonté de s'émanciper. Ça a été fait dans une alliance avec la presse, mais ça s'est fait contre les politiques. Ça s'est fait contre les politiques. Vous datez ça à quelle époque? Que je comprenne Alors, bien. C'est fin des années 80. les premières lois sur le financement de la vie politique? Oui, c'est autour de ça. Ces premières lois, c'est 1988, en mars, sous gouvernement Chirac, et ensuite 1990, gouvernement Michel Rocard, de financement public de la vie politique, c'est-à-dire qu'on considère qu'il faut donner des sous aux partis pour qu'ils puissent jouer leur rôle, qui est un rôle constitutionnel. Hein. Les partis contribuent par leur activité, dit la Constitution, à l'expression du suffrage universel. Et donc, on a dit, la démocratie a un prix, la démocratie a un coût. Donc, on a décidé, dans la mise en place d'un système, d'un nouveau dispositif, qu'il y aurait un financement public. C'était plutôt une bonne idée. Ah, mais moi, j'étais pour cette loi. Soyons clairs, hein, c'était un système pour mettre fin au débordement, parce que c'était n'importe quoi. Hein. Faut quand même, j'ai à peu près tout vu, si vous voulez, à cette époque-là. Hein, j'étais d'ailleurs un peu surpris. Chaque camp disait, on est le camp du bien, donc nous, c'est normal qu'on viole la loi. Hein, ça a beaucoup énervé. Et puis, il y avait aussi de la corruption personnelle qui venait se greffer sur cette corruption politique. Alors, le Parti socialiste, il essayait de régler le problème en mettant un monate, qui était un syndicaliste policier d'une probité totale, à la tête des fameux bureaux d'études, hein, mais ça n'empêchait pas un certain nombre d'aigrefins de venir se greffer là-dessus. Donc, le nouveau système prévoit un financement public, prévoit une interdiction de financement privé et une limitation des dépenses dans les campagnes électorales pour permettre une forme d'égalité, hein, parce qu'il y avait une inflation tout à fait considérable, et c'était une des raisons qui avait été avancée par les tenants de l'ancien système en disant « mais oui, mais vous avez vu, la moindre campagne coûte une fortune, etc., il faut de l'argent ». Donc on a dit « ok, très bien, on va vous limiter les dépenses, vous n'aurez pas le droit, en fonction de telle ou telle élection municipale, départementale, vous n'aurez pas le droit de dépasser tel plafond, et si vous dépassez un plafond, ça tombe. Hein, annulation, inéligibilité, etc. Donc, il a fallu cependant démonter l'ancien système. Il y avait des mauvaises habitudes qui avaient été prises, et surtout, les magistrats ont senti avec les premières affaires, alors il faut être clair, hein, c'était d'abord contre la gauche que ça s'est fait, hein, avec Thierry Jean-Pierre, qui fut parlementaire villiériste au Parlement européen. Par la suite. Par la suite, oui. Il est allé battre monnaie avec le succès médiatique qu'il avait eu pendant ses affaires. Et donc, ces offensives ont été lancées contre la gauche. Instrumentalisation politique de la justice, déjà. Alors, naturellement, la droite poussait, hein, était très contente. Ah, le carrefour du développement, c'est affreux. Ah, François Mitterrand et Bernard Tapie, etc., etc. Le problème, c'est que la droite a repris ensuite le pouvoir et que, naturellement, le jeu a marché dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous avez la gauche qui a commencé à se servir de cet argument plutôt que, alors qu'elle était dans le mécanisme qui consistait à des révisions idéologiques majeures, pour pouvoir prétendre à une différence avec les gens de droite, elle disait qu'elle, au moins, elle était honnête. Ça fait sourire, mais il n'empêche quand même que cette idée de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques était extrêmement tentante. Et elle était d'autant plus tentante que cette instrumentalisation se faisait en manipulant le couple justice-média. C'est-à-dire que les magistrats, s'appuyant certes sur l'opinion publique, ont également travaillé avec les médias pour pouvoir donner à toutes ces affaires une importance qui était une importance nationale très rapidement. Alors, le problème, c'est que, effectivement, le premier qui a eu à essuyer les plâtres de cette gauchisation de l'instrumentalisation politique, c'est Jacques Chirac, hein, on s'en rappelle, abracadabrantesque, je crois, les dossiers qui font pchit, etc. Hein, certes, depuis qu'il avait été élu en 1977, la ville de Paris, celle-ci était devenue une forteresse y compris financière, dans toutes ces années-là. Donc il avait de ce point de vue-là une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité. Donc voilà une mécanique qui se fait avec trois acteurs, qui se fait avec le pouvoir exécutif affaibli,
qui a beaucoup à se faire pardonner, qui pense qu'il faut laver plus blanc et que s'il donne des gages à l'opinion, on va lui foutre la paix. Il se trompera complètement parce que ça ne changera rien. On adopte un nouveau code pénal, on fait voter des lois de plus en plus répressives. À chaque affaire, on vote une loi encore plus répressive. On supprime les fonds spéciaux dans les ministères sous Lionel Jospin. Absolument. On supprime les fonds spéciaux dans les ministères. Lesquels fonds spéciaux étaient très pratiques pour payer, alors le parti un peu, mais c'était surtout pour payer les collaborateurs, qu'on avait à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, on décide d'assainir. Alors, y a-t-il eu à ces époques-là assainissement? Je réponds oui. Je réponds oui parce que on a fini par faire attention, un certain nombre de choses n'ont plus été possibles, les dispositifs de contrôle existaient, je veux dire l'informatique permettait des traçabilités qu'on n'avait pas auparavant, et par conséquent, les mauvaises habitudes n'ont pas disparu, mais elles ont changé. En tout cas, en volume, ça n'avait rien à voir avec ce à quoi on a assisté dans les années 80, où c'était véritablement des sommes très importantes. Rappelez-vous que lorsque François Mitterrand reçoit Loïc Le Floch-Prigent pour lui donner la direction de Elf, à propos des financements des partis, François Mitterrand lui dit « Veillez à ne léser personne ». Donc c'est quand même assez magnifique. C'était parfaitement connu, notoire, et il y avait pignon sur rue. Il y avait des sociétés taxis, vous savez, qui faisaient des fausses factures, qui pouvaient sortir des espèces, etc. Tout ça a changé. En revanche, le processus d'émancipation de la magistrature, en affaiblissant les politiques, s'est poursuivi. Regardé et relayé avec gourmandise par la presse, parce que ça faisait des lecteurs, je veux dire des diffusions, etc. Il y avait des volontés politiques directes dans certains organes de presse, c'est clair. Je ne parle pas de Mediapart. Mediapart, c'est autre chose. Mais bon, Libération, dès lors qu'on tapait sur Nicolas Sarkozy, ils étaient enchantés. Je dirais que le journal Le Monde, c'est un peu la même chose. Mais ce trio infernal. Les juges deviennent des stars. Les juges qui enquêtent sur ces affaires politico-financières deviennent des nouvelles célébrités médiatiques. Absolument, absolument. Ce sont des chevaliers blancs. Ce ne sont pas les plus brillants qui sortent du rang à ce moment-là. Je ne suis pas d'une tendresse particulière dans ce livre avec un certain nombre d'entre eux, mais c'est le moyen de se faire connaître, c'est le moyen d'accéder à des statuts enviables, y compris des statuts, alors matériels non, parce que tant qu'ils sont magistrats, ils ne sont pas très bien payés, mais on accepte qu'ils aient des activités pas très très intenses. Pour certains, ils deviennent intouchables en tout cas. Et donc. Mais est-ce que vous entendez l'argument qui est parfois le leur, selon lequel ils doivent travailler main dans la main avec les médias, parce que s'ils ne font pas savoir auprès du grand public les dossiers sur lesquels ils travaillent, alors ils risquent de se faire mettre sur la touche, on risque d'enterrer les dossiers sur lesquels ils travaillent, parce que on est quand même encore aujourd'hui dans une justice où les procureurs sont sous le contrôle d'un ministre, donc c'est peut-être de bonne guerre d'utiliser les moyens médiatiques pour sortir les affaires dérangeantes. Alors écoutez, ça c'est un peu une blague. Pourquoi ? Incontestablement, il y a eu des tentatives, surtout dans les années 80, quand on a eu des tentatives, je me rappelle de Kiechman, secrétaire d'État à la justice, quand il y avait eu une perquisition au siège du PS par Thierry Jean-Pierre parlant de cambriolage judiciaire, il avait essayé, il est arrivé à rien. Thierry Jean-Pierre a fait ce qu'il voulait, quand il a estimé que le moment était venu, en prenant des airs souffrants, il a dit c'est affreux, je ne peux pas rétablir la morale et la justice, et il est parti battre monnaie dans une carrière politique, guerre brillante d'ailleurs. Non, c'était, si vous voulez, les arguments lancés par la presse pour utiliser à la fois les confidences, les violations du secret de l'instruction, etc., et faire de la copie avec ces affaires, et puis y compris en affaiblissant le pouvoir politique, parce que tout le monde avait intérêt à affaiblir le pouvoir politique. Donc, peut-être qu'à certaines occasions, oui, le fait d'être... que ce soit public, ça permettait d'avoir les coups des plus franches, mais enfin, ça fait déjà longtemps, depuis le début des années 90, que les magistrats qui se retrouvaient dans ces affaires, ils étaient intouchables. Ils étaient
tout à fait intouchable. Si on prend l'exemple d'Éric Calfen, vous voulez, il s'est retrouvé un peu par hasard dans une affaire qui a concerné les HLM de la ville de Paris. Il a fait l'objet d'une manœuvre assez putride de Charles Pasqua. Donc François Mitterrand, c'est en pleine cohabitation, on a profité pour le soutenir. Alors après, tranquille, lui. Je veux dire, il était totalement intouchable. Bon, son activité professionnelle n'était pas très, très intense ni très soutenue. Il a quitté la magistrature, il a demandé une disponibilité en pleine campagne de l'élection présidentielle 2002, excusez du peu, il a écrit un livre anti-Chirac qui était candidat, bravo, le devoir de réserve, le secret professionnel, qu'à cela ne tienne. Donc il est parti, il a essayé d'écrire, bon, on s'est aperçu que, il s'est aperçu que c'était pas si facile que ça de réussir comme écrivain, peut-être plus difficile que de réussir comme magistrat emblématique, et puis il est revenu, donc il s'est retrouvé nommé dans une fonction de juge dans une chambre technique assez intéressante, et il a présenté ça immédiatement, et il faut bien le comprendre, il a présenté ça immédiatement comme une sanction. J'ajoute que lorsqu'il quitte la magistrature en 2002, quelqu'un l'amène par la main voir François Hollande pour avoir une circonscription gagnable. François Hollande, prudent, dit non, c'est pas la peine. Donc, il va ensuite s'échevennement qui lui donne une circonscription. Il va se ridiculiser. Il a recommencé la même chose avec LREM en 2017. Il est revenu en disant, regardez, je suis un emblème, je suis un des fondateurs d'Anticorps, etc., etc. Et par conséquent, il faut me donner une circonscription. Il sera quand même battu. Pourtant, en 2017, il fallait le vouloir pour être battu. Voilà. Non, je pense que cette première phase des magistrats emblématiques, elle est effectivement liée à cette caractéristique, c'est-à-dire une alliance de circonstances entre les médias et certains magistrats pour chacun défendre ses propres intérêts, intérêts particuliers. Regardez Eva Joly et Laurence Wisniewski qui ont instruit, de façon pas extraordinaire, par exemple l'affaire Elf, il a fallu que Renaud Van Ruymbeck vienne remettre de l'ordre dans ce dossier, ça ne les a pas empêchés toutes les deux de faire une carrière politique derrière. Eva Joly a été candidate à la présidence de la République et Laurence Wisniewski, elle a été élue dans les Bouches-du-Rhône et maintenant elle est députée LREM. Donc voilà, ça a été la première phase de la... Et à ce moment-là, on est au début des années 2000, on est au deuxième quinquennat de Jacques Chirac, en gros, deuxième mandat de Jacques Chirac. Oui. Vous n'auriez peut-être pas écrit à ce moment-là un livre intitulé « Une justice politique ». Vous auriez peut-être dit que effectivement, il y a des juges qui commencent à prendre la confiance, qui ont des intérêts bien compris. Vous auriez commenté les rivalités, mais vous n'auriez pas carrément parlé d'un système, en quelque sorte, que vous nommez une justice politique. Vous avez raison. Ce que je déplorais, c'était ce double mouvement des politiques qui acceptaient de se laisser affaiblir. Je suis désolé, il faut qu'on ait des gens, capables à la tête du pays et des différentes instances qui l'organisent. Et par conséquent, au fur et à mesure qu'on prenait des textes, qu'on acceptait le tous pourri, etc., on avait cet affaiblissement. Et cet affaiblissement, il était effectivement le fruit du travail conjoint, chacun pour ses intérêts, c'est très important, le travail conjoint des magistrats et des médias. À partir du début des années 2000, ça change. Ça change, fin de cette phase très particulière, et irruption dans le champ de la magistrature d'un certain nombre de magistrats que je vais qualifier de magistrats militants. Le mécanisme qui va amener cette politisation, il a plusieurs origines sociologiques, les questions de la formation, les questions du recrutement, c'est-à-dire que la haute fonction publique judiciaire est le fruit de nominations qui relèvent du politique. Donc, comme il y a l'alternance, quand la gauche est au pouvoir, elle fait venir des magistrats pour peupler les cabinets, comme ça se passe au Conseil d'État, et lorsque elle retourne dans l'opposition, ces magistrats-là sont nommés au sein de l'appareil judiciaire, ce qui est tout à fait mais à des postes élevés en général. Je dirais qu'aujourd'hui, la haute fonction publique judiciaire est essentiellement
euh, proches politiquement, idéologiquement, sociologiquement, parce qu'ils se connaissent tous, du Parti socialiste. Ça, c'est clair. Hein. Alors, c'est dû à des phénomènes spécifiques, c'est-à-dire que la gauche judiciaire s'est très vite organisée au plan syndical. Il y a le syndicat de la magistrature, hein, qui fait 25% des voix aux élections professionnelles et qui est très politisé, et c'est chez eux qu'on va aller chercher, parce que ils sont très mobilisés sur toutes ces questions, c'est eux qu'on va aller chercher pour peupler les cabinets ministériels. Vous avez également l'Union syndicale des magistrats, qui est très majoritaire, mais qui est très proche du PS aussi. Moi, j'ai connu cette organisation plusieurs fois, dirigée par des présidents socialistes. Hein. Donc, il va y avoir un espèce de glissement vers la gauche telle qu'on la qualifie aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire, pas de remise en cause, évidemment, de l'aspect, je veux dire, idéologique du virage néolibéral du Parti socialiste, mais prise en compte à la fois d'une vision politicienne des choses, c'est-à-dire la droite c'est l'ennemi, et également d'une vision sociétale, c'est-à-dire tout un tas de valeurs qui sont mises en avant pour les entre guillemets progressistes sont portées par la magistrature. Vous savez, sur la question du laxisme, j'ai toujours, longtemps considéré que c'était une accusation infondée. J'ai changé d'avis. Parce que j'ai pu voir, vous savez, quand on parle du laxisme vis-à-vis de la délinquance des quartiers, vis-à-vis de la violence cet été des centres-villes, ça procède, je pense, pas d'une volonté militante des juges rouges, ça c'est pas très sérieux de faire les choses comme ça, surtout qu'ils ne sont pas rouges, hein, peut-être pas assez pour mon goût en tout cas, mais non, il y a effectivement une culture de l'excuse, il y a une vision sociétale de tout cela qui fait que la répression de cette délinquance qui pourrit la vie des gens est relativement sévère. En revanche, les mêmes, lorsqu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, ont été d'une brutalité stupéfiante. Ce sont mes 2 derniers chapitres de ce livre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas hésité. On a eu une répression, on a eu des milliers de condamnations, on en a eu des centaines de prisons fermes pour des primo-délinquants. Enfin, on a vu une répression qu'on n'avait pas vue depuis la guerre d'Algérie. Et ils n'ont pas eu d'état d'âme. Là, je ne parle pas de la haute fonction publique judiciaire, je parle du bas clergé, là, qui a été tout à fait disponible pour mener une répression contre les couches populaires, sans problème. Alors là, on va peut-être un petit peu trop vite parce qu'entre-temps, avant que les mouvements des Gilets jaunes n'apparaissent et après ce début des années 2000 dont vous parlez, il s'est passé, alors précisément plutôt du côté des grandes affaires politico-financières, il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que la plupart des grands candidats au présidentiel, des grands chefs de parti, ont été inquiétés nommément par la justice. Et je parle de Marine Le Pen, je parle de Jean-Luc Mélenchon, je parle de François Fillon, évidemment. Et ça n'était jamais arrivé avec cette intensité auparavant. Est-ce que c'est le résultat de ce que vous venez du phénomène que vous venez de décrire? Oui, tout à fait. Alors, je parlais du corps dans son ensemble, avec la haute fonction publique judiciaire qui est très liée à la gauche politique. Hein. Je pense que beaucoup d'entre eux protesteraient devant mon affirmation, mais là, je suis tout à fait prêt à en discuter. Hein. Et je voulais dire aussi que l'ensemble du corps était sensible à cette culture particulière. Hein, voilà. Bon. Alors, c'est vrai, il y a une chronologie. Au début des années 2000, c'est la fin des années Chirac. Hein, Chirac fait l'objet d'une forme de harcèlement autour de lui. Je vous rappelle qu'Alain Juppé est condamné. Hein. Je dirais, non pas pour avoir servi de fusible à Jacques Chirac, sûrement pas, il est condamné pour les propres erreurs qu'il a commises. Hein. Ce ne sont pas des turpitudes, hein, mais c'est des mauvaises habitudes. C'est lié aussi à l'arrogance qui lui est coutumière, selon laquelle il ne voit pas très bien où est le problème. Hein. Quand il était adjoint aux finances de la ville de Paris, c'est lui qui avait la gestion du domaine privé. Il trouvait tout à fait normal de signer des baux avec lui, maire adjoint chargé de la gestion du domaine de la ville, et lui, preneur. Vous ne voyez pas où était le problème. Il se lançait droit dans ses bottes. Je suis désolé, c'était des infractions
au code de pénal tel qu'il existait. Donc, Et est-ce que vous entendez les gens qui vous disent, bon, ça ce sont les vieilles pratiques et depuis le personnel politique a été renouvelé, les mœurs se sont quand même... attendez, je voudrais finir sur Juppé. Juppé, il a payé cher. Il a payé cher parce qu'il y a eu son attitude, il y a la façon dont il a géré ça, il a joué l'affrontement entre la légitimité politique et la légitimité judiciaire. C'est une grossière erreur, si vous voulez. Hein. Donc, mais, comment dire, il incarne, c'était l'avenir de la droite, et il incarne une liquidation judiciaire hein, qui lui a coûté quand même très très cher. Hein. Bien. Jacques Chirac est aussi la cible permanente et récurrente d'affaires. Rappelez-vous Arnaud Montebourg demandant sa mise en accusation devant la haute cour, etc., etc. Donc s'installe un climat assez particulier. Arrive notre ami Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy se met à dos les magistrats tout de suite. Sa personnalité est très discutée. Il les traite de petits pois sans saveur, il ajoute, hein, ce qui était quand même particulièrement gentil. Il a des affrontements avec eux concernant des remises en liberté, sur des faits divers, et donc l'ambiance se tend. Et la magistrature, cette magistrature-là, le prend incontestablement en détestation. Donc, et puis, il y a la volonté, de le battre politiquement. Or, quel meilleur moyen de le battre politiquement pour quelqu'un qui s'appelle François Hollande ou à l'époque DSK ou d'autres, ou Martine Aubry, hein, qui ont exactement les mêmes positions que lui. Je rappelle que quand il gagne en 2007, la première chose qu'il fait, il prend Jouyet, il prend Kouchner, les prises de guerre, comme on disait. Hein. Donc, si vous voulez, la différence entre les deux, elle existe, mais le mieux, c'était quand même de le disqualifier au plan pénal. Et ça commencera avec des affaires qui concerneront son entourage. Il y aura la fameuse affaire des sondages de l'Élysée. Et dès qu'il va sortir de l'Élysée, va commencer la grande saga judiciaire de Nicolas Sarkozy. Alors attendez, je vous arrête là tout de suite. Quand vous dites que les juges qui ont, je dirais, enquêté, qui ont embêté Nicolas Sarkozy, quand vous dites que ces juges font les affaires de François Hollande, est-ce que vous voulez dire aussi que ces juges ont travaillé en accord avec lui, de conserve avec lui, qu'il y a un complot entre un chef de parti candidat à une élection présidentielle et des procureurs qui pourraient donc disqualifier ou affaiblir un adversaire politique? Est-ce que c'est ça dont vous parlez ou est-ce que c'est plus subtil? C'est ça. C'est subtil, mais c'est ça quand même. Parce que, oui, il y a des connivences entre le nouveau titulaire de la charge de président de la République qui s'appelle François Hollande, qui est obsédé par Nicolas Sarkozy. Hein, il y a un livre tout à fait intéressant, on en reparlera peut-être, qui s'appelle Bienvenue Place Beauvau, où on explique quelles étaient les méthodes de Sarkozy, s'appuyant plutôt sur la police quand il était ministre de l'Intérieur et président de la République, et ensuite comment François Hollande va s'appuyer sur la justice, hein, avec des méthodes tout à fait croquignolesques. Les connivences, elles existent. La procureure générale de la Cour à Paris, c'est Madame Champrenault. Elle a été nommée par Hollande à la demande de Ségolène Royal. C'est sur la fiche Wikipédia. Alors, tout n'est pas vrai peut-être dans Wikipédia. Monsieur Jean-Louis Nadal, qui a été président de la Cour d'appel de Paris, ensuite qui a été nommé le premier patron de la fameuse haute autorité pour la transparence de la vie publique créée après l'affaire Cahuzac. L'affaire Cahuzac a été une très belle aubaine hein, pour François Hollande. Il a pu créer le PNF, c'est-à-dire que toutes les affaires financières, il pouvait les faire centraliser dans un parquet qui était à sa main. Je pèse mes mots en le disant, hein, au lieu d'avoir des compétences rationellocchi, hein, c'est comme on dit en latin, c'est-à-dire des compétences territoriales. Hein. Une affaire qui a lieu à Marseille, ben, ce sera le parquet de Marseille. Une affaire qui a lieu à Dijon, ce sera le parquet de Dijon, etc. Non, le PNF permettait de centraliser tout ça. Hein, et permet toujours d'ailleurs. Et permet toujours, bien sûr. Et on avait, au juge du siège, on avait M. Jean-Michel Ayat, hein, également notoirement connu pour être tout à fait...
il a été président du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, et maintenant il est président de la Cour. Ce sont des postes considérables, hein, très prestigieux, considérables, et donc ce sont des amis du pouvoir socialiste, ce qui est leur droit, hein, c'est leur droit le plus strict. Le problème, c'est que dans la mise en œuvre de tout un tas de procédures, on voit bien l'utilisation et la volonté d'instrumentalisation politique de la justice. Or, la justice, elle n'est pas là pour ça. C'est très important, je le dis en commençant, ça peut paraître fastidieux en commençant ce livre, hein, la justice, elle est là pour être arbitre dans une société. Hein. Le juge du siège doit être impartial, il doit être indépendant pour pouvoir être impartial. Moi, le mantra indépendance, indépendance, je veux bien. Non, 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 parlez-moi d'impartialité. Et dans ce cas-là, faites pas le mur des cons, d'accord ? C'est-à-dire que les justiciables que vous avez à voir, le président de la République, qui est le patron du pouvoir exécutif séparé, vous ne les épinglez pas dans un local ouvert au public, hein, en les traitant de cons. Je suis désolé. Moi, je suis désolé, je suis sur le mur de cons. Vous récusez votre magistrat qui je refuse appartiendrait d'être au magistrat qui appartient au syndicat de la magistrature. Enfin, c'est pas sérieux. Donc, mais là, ce que vous dénoncez ici, c'est une connivence idéologique, c'est un parti pris politique. Mais il ne s'agit pas non plus de dire qu'il y aurait une sorte d'association entre d'un côté des politiques et de l'autre côté des juges, c'est-à-dire qui se mettraient d'accord pour, je dirais, attaquer précisément des cibles. Non, mais il n'y a pas de complot ou de groupe. S'était posé la question au moment de l'affaire Fillon, y a-t-il un cabinet noir? Oui. Je ne me suis pas cassé la tête, hein. Je me suis abrité derrière un livre de 3 journalistes du Canard enchaîné disant « Voilà comment fonctionne le cabinet noir de François Hollande ». Personne ne peut m'accuser de mentir ou bien d'exagérer. C'est eux qui l'ont écrit. Hein. Et puis, ils ont quelques arguments pour dire que c'est fondé. Bien. Ce que je voulais dire sur la justice, c'est que la justice, c'est comme la plus belle des femmes, elle ne peut donner que ce qu'elle a. On lui soumet des faits, elle les établit, elle les qualifie juridiquement et elle prononce les sanctions. Si vous lui demandez de faire autre chose, ça ne peut être qu'au détriment de l'application de la loi, violation du secret de l'instruction, décision totalement soumise aux médias, parce que, si vous voulez, il y a également le populisme judiciaire hein, qui existe autour de ça. Il y a l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques, mais elle poursuit également d'autres fins. Regardez ce qui s'est passé avec l'affaire Daval. Enfin, je veux dire, où l'instruction, où l'audience, pardon, s'est faite quasiment en direct à la télévision. Enfin, c'était assez hallucinant, c'est un peu déshonorant. Et donc, dès lors qu'on assigne à la justice d'autres fins que les siennes, elle ne peut fonctionner qu'en violant et au détriment des règles fondamentales qui gouvernent le procès pénal. Alors, pour répondre à votre question concernant existe-t-il, entre guillemets, un complot? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais je suis désolé. Hein, quand le PNF ouvre une enquête préliminaire à 11h, le mercredi où le Canard enchaîné a publié quelque chose sur François Fillon, quelque chose qui a été préparé, fourni par les services administratifs qui vont bien. Là, c'est en 2017, pendant la campagne 2017, présidentielle. Oui, vous avez raison de le préciser. 2017, je pense qu'on sait très bien ce qui va se passer. Hein. D'ailleurs, ça va se passer. Tous les acteurs qui vont rentrer en ligne de compte à ce moment-là hein, seront ceux... Il n'y a pas besoin de leur donner des ordres, c'est pas la peine. Ils sont des militants. Ils sont des militants. Hein. Il y a un des magistrats que je cite dans mon livre, que je qualifie de fournisseur officiel de mise en examen pour Nicolas Sarkozy. Effectivement, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve. C'est ce que dit d'ailleurs le livre « Bienvenue, place Beauvau ». C'est toujours les mêmes hein, qu'on va retrouver. Vous savez, l'affaire Fillon. François Fillon, en janvier, il est à 24%. Janvier 2017. 2017, pardon. Macron, 16. 47 jours plus tard, c'est pas exactement le contraire, mais Macron est premier, Fillon troisième. Donc, entre-temps, s'est déroulée toute une mécanique hein, judiciaire où vous retrouvez tous ces acteurs. Attendez, 3 semaines avant l'ouverture de l'information judiciaire, c'est-à-dire on est encore en enquête préliminaire. J'ai publié un petit texte
hein, une petite scénette d'une rencontre. Je m'amusais à faire un peu de théâtre, d'une rencontre entre Sarkozy et Fillon. Et je faisais dire à Sarkozy, ah ben tu vas voir François, quand ça va être de ton tour et que tu vas avoir Serge Tournaire, le magistrat instructeur du pôle financier, pôle d'instruction financier, hein, que tu vas l'avoir en face de toi, ça va être autre chose. Et quand il va te mettre en examen, et Fillon dit, je lui fais répondre, tu crois qu'il va me mettre en examen? Mais c'est l'évidence. Je veux dire, 3 semaines avant que l'ouverture de l'information judiciaire ait lieu et 5 semaines avant que M. François Fillon soit mis en examen, je sais qu'il va l'être. C'est évident, c'est écrit depuis le premier jour. Depuis le premier jour. Et quand je dis que ce sont les mêmes acteurs, oui, ce sont les mêmes acteurs parce que sur le plan des médias, qui sont ceux qui réceptionnent les violations du secret de l'instruction, de l'enquête, pardon. Quand l'affaire Fillon se déclenche, nous sommes au printemps 2017. Lorsque cette affaire se déclenche, vous avez des magistrats qui enquêtent et vous avez des policiers à qui ils demandent d'opérer certaines investigations. On retrouve de façon tronquée, 10 jours après le début de l'affaire, dans les colonnes du Monde, hein, chez les mêmes journalistes habituels, on trouve toute une série d'éléments qui ont été recueillis à la fois par les magistrats et qui ont été recueillis par les policiers. D'où vient la fuite? Pas d'avocat, il y en a souvent, les avocats violent le secret de l'instruction. Je suis bien d'accord, non mais là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mise en examen, etc. Il n'y a que 2 types de personnes qui ont pu violer la loi française, qui leur fait obligation de respecter un principe fondamental protecteur de la présomption d'innocence, qui est le secret de l'enquête. Il a été violé, alors naturellement François Fillon a déposé une plainte, elle est dans un placard, elle n'en sortira jamais, il n'y a jamais eu une condamnation, hein, pour des violations de secret de l'instruction, pour des magistrats ou des policiers, jamais. Bon, donc moi je veux bien que tout ça soit dû au hasard, mais ça n'est pas sérieux. Donc on a le PNF qui déclenche, le PNF qui a été créé par François Hollande, hein, qui transmet au pôle d'instruction financier composé aux 3/4 de gens dont on sait qu'ils ont des proximités ou syndicales ou politiques, hein, toujours les mêmes d'ailleurs, et ce sont ces gens-là qui ensuite vont multiplier toute une série d'initiatives procédurales qui vont toutes être relayées par la presse amie, hein, et le, je ne sais plus, 23-24 avril, je ne me rappelle plus le jour, eh bien, les courbes se sont croisées, hein, et Emmanuel Macron, candidat au 2e tour contre Marine Le Pen, est désormais assuré d'être président de la République. Ce qui veut dire, et je pèse mes mots en le disant, ce qui veut dire qu'au printemps 2017, c'est la magistrature française, au travers de ces personnes-là, hein, qui ont choisi qui serait président de la République. Alors, ça c'est ma thèse, je veux bien qu'on la réfute. Vous savez, moi je suis avocat, j'ai avancé une thèse, je l'ai documentée, hein, plus longuement que ce que j'imaginais, parce que maintenant, hein, on a presque 600 pages, hein, en disant, voilà, débat contradictoire, cette thèse, elle doit être discutée, et si elle doit être réfutée, il faut la réfuter. Alors moi, je vais essayer pas de la réfuter, mais je vais essayer de la confronter avec un événement qui s'est produit pas plus tard qu'il y a 3 jours, ou quelques jours. Le garde des Sceaux de M. Macron, c'est-à-dire celui dont vous dites qu'il a été choisi, Macron, par la magistrature. Son garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, fait désormais l'objet d'une instruction judiciaire. C'est le procureur spécial auprès de la cour d'appel François Molins qui l'a fait savoir. Et donc, ces magistrats dont vous dites qu'ils font de la justice politique, qu'ils ont choisi Emmanuel Macron, ils sont en train d'attaquer maintenant un membre éminent de la Macronie. En plus, c'est carrément le ministre de tutelle de tout cet aéropage. Est-ce que ça ne dément pas vos soupçons? C'est-à-dire qu'ils sont prêts à se jeter sur n'importe qui donnerait prise dès lors qu'il se comporterait de façon un peu soupçonneuse Alors, non seulement ça ne la démente pas, mon cher Jean-Baptiste, mais ça la conforte. Pourquoi? Pourquoi ça la conforte? Ce que je dis de ce qui s'est produit au printemps 2017, c'est une opération judiciaire. Aucun avocat français, aucun magistrat français ne peut dire que dans sa carrière, il a connu une affaire qui débute comme ça. C'est pas vrai. C'est une blague. Celui qui dit ça ne dit pas la vérité. Bon, donc, moi, ça a été fulgurant.
Très bien. Alors, y compris que vous avez des journalistes qui viennent vous dire, ah oui, mais vous comprenez, il fallait aller vite parce qu'il y avait une élection présidentielle et il ne fallait pas que ce soit quelqu'un, éventuellement, un aigrefin qui a... Attendez, pardon. Ce sont les magistrats, donc vous êtes en train de me dire que ce sont les magistrats qui décident qui pourra l'être. Non, 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 non. C'est le peuple français, c'est l'électeur qui décide. Bon, donc il est bien évident qu'il va être influencé par un tel battage et un tel bombardement. Ça, c'est une chose, c'est le phénomène qui s'est produit. Et je pense que l'Élysée, M. Jouyet, M. François Hollande et d'autres encore, c'est ma conviction, mais après tout, je n'affirme pas, je n'accuse pas. Mais je dis, je pense que ça s'est passé comme ça, et tout ça a été bien surveillé, comme le lait sur le feu, à l'Élysée. Très bien. Bon, donc, le problème, c'est que, pourquoi ça se fait comme ça? Ça se fait comme ça, certes, parce que François Fillon, sens commun, catho, de droite, etc., que tout le monde dit qu'il va être président de la République, il y en a certains, pas besoin de beaucoup les pousser pour qu'ils aient envie de lui faire la peau. Y compris des magistrats, ça arrive ça. Bon. Mais vous avez aussi, et tous ceux qui ont participé à ça, et je renvoie à des livres qui ont été écrits, il y a, je crois, Opération Macron d'un gars qui s'appelle Marc Stemelin, il y a, ou pas Marc, je sais pas, enfin peu importe, il y a le livre de Laurent Develde qui montre bien comment toute une partie de la société française a rejoint Macron. Le Parti socialiste, c'était son candidat, il faut être sérieux, au premier tour. Au premier tour. Donc, il y a eu un ralliement à Emmanuel Macron. Mais ce ralliement, il a ses limites. Parce que quand je dis que ça le conforte, c'est-à-dire que quand je parle de politisation de la magistrature, ce n'est pas une magistrature qui s'est mise aux ordres de tel ou tel parti. Ils ont leur autonomie, ils ont leurs propres convictions politiques. Ce qui est leur droit le plus strict. Ils ont leur façon de voir les choses et ils ont conquis une autonomie institutionnelle, ce qui est positif, mais le problème, c'est que ceux qui auraient dû, l'indépendance, être l'outil de l'impartialité, finalement, ils s'en servent pour une partialité politique. Et cette partialité politique, elle s'exprime avec l'affaire Dupond-Moretti, vous avez raison de la pointer, parce que de quoi s'agit-il? C'est assez étonnant. Vous avez, au mois de juillet, Emmanuel Macron, qui décide de faire un remaniement, et puis hop, Roselyne Bachelot, une prise de guerre, ça fait bien, Darmanin pour faire plaisir aux policiers, et puis pour droitiser son discours, faire du en même temps, et puis Éric Dupond-Moretti, parce que la justice est très mal vue, c'est vrai, vous regardez toutes les études, il y a un vrai déficit de confiance vis-à-vis de la justice, de toute nature d'ailleurs, et donc, par conséquent, on va prendre Dupond-Moretti, qui est médiatiquement connu, etc. Il y a Société du spectacle. Manque de chance, il est très impopulaire chez les magistrats. Les magistrats ne supportent pas. Et ce d'autant qu'avait éclaté juste avant la fameuse enquête du PNF contre les avocats, qui est un scandale absolu, et que Éric Dupond-Moretti était concerné. Il commence par déposer une plainte. Là, vous parlez des avocats qui ont eu des échanges avec l'avocat de Nicolas Sarkozy. Non. Oui, enfin, si vous voulez, c'est-à-dire que quand, dans la fameuse affaire Azibert-Bismuth, à un moment, Nicolas Sarkozy et son avocat ont souhaité avoir un autre téléphone parce qu'ils se doutaient qu'ils étaient sur écoute, comme tous les avocats pénalistes de France. Plus personne ne parle à ce client au téléphone. Le secret professionnel des avocats a été anéanti de différentes façons, y compris par la jurisprudence. Mais le problème, c'est que chez les magistrats, on a pensé que quelqu'un avait avisé Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Parce que quand un avocat est mis sur écoute, on doit prévenir le bâtonnier. Donc on s'est dit, ah ouais, mais attendez, il y a quelqu'un qui a mangé le morceau. Donc alors je peux vous dire que tous les collaborateurs du bâtonnier, tous les administratifs de l'ordre, etc., tout le monde est passé à la moulinette. On n'a rien trouvé, on a développé des moyens pour cette affaire qui n'a ni queue ni tête, enfin bon. Et donc on a également une enquête de 5 ans, enquête préliminaire, sans aucun contrôle, sans caractère contradictoire. Une enquête de 5 ans contre tous les avocats pénalistes, ils se connaissent tous.
Ils se connaissent tous, donc ils se fréquentent, ils sont amis, pas amis, adversaires, concurrents, etc., etc. Donc ils ont tous été mis sous surveillance pour savoir s'ils avaient été de nature à avoir des relations qui... Pour informer, voilà, pour informer Nicolas Sarkozy notre ami, ou son conseil. ou son conseil. Bon, donc c'est un pur et simple scandale, c'est une violation totale du secret professionnel. Et Éric Dupond-Moretti, dans cette affaire, fait partie donc, de la charrette. de cette Il n'est charrette. pas le seul, Des il gens fait partie. Donc, il avait déposé une plainte, il la retire. Bon, et donc, mais, il considère que... Attendez, excusez-moi juste, pour que je comprenne bien, il avait déposé une plainte parce qu'il estime que il était victime de cet acharnement judiciaire, il n'y avait pas lieu de le mettre sur écoute pendant si longtemps, etc., pour si peu de choses, ou pour si peu de... Exactement. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, quand il est nommé garde des Sceaux, il retire sa plainte. Très bien. Mais, entre-temps, Mme Belloubet a lancé une inspection générale des services judiciaires. Et la patronne du PNF à cette époque dit, moi, j'irai pas. Je réponds pas, je bouge pas. Hein, donc elle brave, hein, après avoir dit que les prévenus qui invoquaient leur droit au silence, qui est un droit constitutionnel, hein, étaient des mafieux, elle refuse, elle dit, j'irai pas. Donc ça va vers une procédure éventuelle de saisine du Conseil supérieur de la magistrature pour éventuellement des sanctions disciplinaires. Elle est en retraite, hein, bon voilà. Et c'est ce dont s'empare la magistrature qui déteste Éric Dupond-Moretti parce qu'il l'a affronté. Parce que Éric Dupond-Moretti est un avocat, on appelle ça une grande gueule, mais c'est quelqu'un de combatif, de courageux, de compétent, hein, pas facile. Hein, Alors quand vous dites la magistrature, on parle précisément de syndicats de magistrats, du syndicat de la magistrature, de l'association Anticorps aussi. Non, alors Anticorps c'est autre chose. Ils ne sont pas dans les... Alors, si, ils sont dans le coup, mais je pense que les deux organisations syndicales expriment bien la position de l'ensemble du corps. D'accord. Oh, je pense que oui. Je pense que oui, il le déteste pour tout un tas de raisons. C'est quelqu'un qui est devenu grosse aisance matérielle grâce à son talent et à son travail, hein, etc. Donc il y a beaucoup de ressentiments, de choses comme ça. Hein. Et puis surtout, il y a un sentiment. Comment on choisit Emmanuel Macron, on lui permet de devenir président de la République, hein, quitte à faire roi. Hein, donc là, il se rebiffe en somme. Il se rebiffe, quitte à faire roi, et tu nous mets... il rappelle à l'ordre le président. Il rappelle à l'ordre le président. Rappeler à l'ordre pour vous. Et oui, parce que, attendez, depuis quand des organisations syndicales des magistrats choisissent ou décident qui sera garde des Sceaux? Pardon, c'est le pouvoir exécutif qui décide. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on trouve des moyens pour essayer de contourner ça, essayer de se débarrasser du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Donc on dépose des plaintes, je trouve ça assez fantastique, hein, des organisations syndicales déposent des plaintes sans avoir un intérêt pour agir, sans rentrer dans les détails techniques de ces matières, que j'ai la prétention de connaître un peu. Eh bien, on dépose une plainte, laquelle est confortée par l'association Anticorps, et comme par hasard, alors que je considère que les plaintes sont en grande partie irrecevables, que sur le fond, et si vous voulez on en touchera un petit mot, que sur le fond l'infraction n'est absolument pas constituée, la commission des filtres, qui filtre les plaintes, qui regarde leur recevabilité, qui arrive à la Cour de justice de la République, qui est la juridiction qui juge les ministres en exercice, pour les actes accomplis pendant leur mandat de ministre. Oui, qui est fait juger par des députés. Voilà. Et la juridiction de jugement, ce sont des députés, mais malheureusement, Nicolas Sarkozy a trouvé intelligent de modifier ça constitutionnellement, et on se retrouve aujourd'hui avec une instruction qui n'est faite que par des magistrats. Hein. Donc, or, la difficulté politique que ça provoque maintenant, c'est bien la procédure, c'est bien l'éventuelle mise en examen. Enfin, vous imaginez un petit peu, c'est ce bazar que ça provoque dans une situation politique délicate, hein, où il y a un ministre qui veut faire des réformes, etc. Hein, et donc, il y a un vrai problème. Ce n'est pas sa condamnation finale, il ne sera pas condamné, mais c'est la perturbation que ça met dans le fonctionnement du système de justice français. Donc, on a un affrontement à partir
de la vision politique du corps, des syndicats, et puis comme je vous l'ai dit, là, dans cette lutte contre Dupond-Moretti, il représente probablement, il y a des contradictions, il ne faut pas exagérer non plus, mais il représente probablement l'ensemble du corps, ou en tout cas la majorité de celui-ci. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on se retrouve dans une situation où vous avez des magistrats qui disent au président de la République, c'est nous qui voulons choisir, ils ont choisi le président en 2017, en disqualifiant son concurrent, et là, en essayant de lancer une partie de bras de fer avec lui, ils veulent dire, non, on ne veut pas de ce garde des Sceaux-là, c'est nous qui décidons qui peut l'être et qui ne peut pas l'être. C'est fabuleux. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, surtout que ça crée une situation qui est une situation inquiétante, parce que de deux choses l'une, soit Emmanuel Macron résiste, il dit non, c'est mon garde des Sceaux, je le garde, etc. Auquel cas, les magistrats vont lui mettre la misère. Je pense que Darmanin, Colère, Ferrand, Bayrou, Goulard, Benalla. Vous les citez cela parce que la presse, depuis des mois, des années même, nous dit qu'ils ont des casseroles, tout cela. Bien sûr. Justement, je cite cela. Parler de leur turpitude. Je cite cela parce que dans le système Macron, qui fait l'objet de la phrase vocation du système Macron, c'est on a choisi Macron, donc on continue à mettre la pression sur ses adversaires politiques, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Sarkozy, bien sûr, et on protège ses amis. On ne peut pas se plaindre, les amis. Attendez, je le détaille dans le livre. Oui, alors ça c'est un grand passage bien sûr dans votre livre, c'est vous faites le point sur toutes ces enquêtes qui ne sont pas très abouties, si on les compare aux personnalités politiques que vous avez d'abord mentionnées, Le Pen, Mélenchon, Fillon, Sarkozy. Vous dites que du côté de la Macronie, ils sont plutôt tranquilles. Tranquille. Quand vous pensez que le président de la République a proposé Sylvie Goulard comme commissaire européen, qui a été retoqué par le Parlement, quand même, depuis la publication il y a 4 ou 5 ans par Corinne Lepage d'un livre, on sait très bien ce qu'il en est des pratiques de Bayrou et de Goulard concernant les attachés parlementaires européens. Sa mise en examen, et puis il y a d'autres choses, il y a des missions pour des think tanks bizarres, etc. On savait très bien que la mécanique judiciaire finirait peut-être un jour par arriver, mais moyennant quoi ça n'a pas gêné le président. Alors il a fallu attendre plusieurs semaines par la suite pour qu'elle soit mise en examen, ce qui était difficile de faire autrement parce que le Parlement européen avait dit non, on n'en veut pas. On n'en veut pas parce que tout ce qu'on sait, ça ne colle pas. C'est-à-dire que, je veux dire, c'était une claque pour les magistrats qui attendaient quoi. Donc, ils ont fini par être mis en examen. Delevoye, l'homme qui oubliait tous ses mandats, toutes ses rémunérations, etc., quand il avait été nommé au commissaire, qui était un poste de ministre. Je veux dire, on en est où là ? L'affaire Benalla, on en est où de l'affaire Benalla ? Il est où le coffre de Benalla, M. Molins, qui est là très mobilisé pour faire poursuivre Éric Dupond-Moretti ? On a des questions qui se posent. Là, je suis un peu vif, mais... Donc, là, la politisation dont je parle, elle n'est pas une politisation de soumission. Ça, c'était bien avant, c'était avant. Et ça, je pense que c'est terminé. C'était la justice aux ordres. Voilà. Là, ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas du tout dans le cadre d'une justice aux ordres. On est dans le cadre d'une justice politisée. Qui s'est ralliée à Emmanuel Macron. Qui choisit son candidat, voilà. Qui choisit la personne qu'il va ménager, qui choisit donc les adversaires qu'il va harceler ou sur lesquels il va particulièrement être, je dirais, intransigeant. Sauf que du jour au lendemain, ces magistrats peuvent changer d'avis ou peuvent essayer d'intimider leur candidat. Je pense qu'il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Et avant de parler de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, je voudrais revenir sur les Gilets jaunes. Quand se déclenche le mouvement des Gilets jaunes, panique. Le 10 décembre 2018, on lâche tout. Et puis après, il y a la foule haineuse, on se reprend en main et on montre qu'on veut une répression de masse. Mais ils l'auront
Il n'y aura pas besoin de donner des ordres. Les procureurs diront on ment pour protéger le président. Aux quatre coins de la France, vous aurez des refus de poursuivre les violences policières, vous aurez des procédures d'urgence, des réquisitions délirantes, des peines très lourdes. Il n'y a pas eu besoin de donner des ordres. Très spontanément, ils se sont mis, je veux dire, au service d'une stratégie qui était une stratégie d'affrontement avec les Gilets jaunes, hein, et une stratégie de répression. C'est tout. Et quand je dis qu'il y a politisation, la politisation, c'est très important, hein, comme nuance. C'est pas je suis aux ordres d'Emmanuel Macron, c'est j'ai rallié Emmanuel Macron, je l'aiderai à mettre sa stratégie en œuvre parce que j'en partage les considérations politiques. Alors, je schématise un peu, hein, ce ne sont pas des acteurs comme ça, hein, non, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a des contradictions qui traversent le corps, il y a des visions des choses, etc. Mais enfin, ce qui vient de se produire avec les deux organisations syndicales qui représentent pas loin de 80% du corps des magistrats, hein, concernant Éric Dupond-Moretti, il y a une forme d'homogénéité et de cohérence politique. Alors, je voulais parler de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. On a deux candidats qui se sont déclarés pour la prochaine présidentielle. Plausible, 20% en 2017 pour Mélenchon, 36-37% au deuxième tour, 11 millions de voix pour Marine Le Pen. Ils sont un peu légitimes à se présenter, et politiquement, ça pèse leur poids. Je ne sais pas ce que ça donnera cette fois-ci, mais ils sont tous les deux dans les tuyaux judiciaires, ils sont dans la seringue. Mélenchon, il y a eu la fameuse perquisition géante, etc., etc., ce qui fait qu'on a accumulé tout un tas de choses. On a ouvert une information judiciaire, tout ça est sous scellé, tout ça dort paisiblement, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon ferait bien de s'attendre à quelques petites surprises. Ça ressemble à la prophétie que vous faisiez en 2017 s'agissant de François Fillon, en somme. Marine Le Pen, rappelez-vous, un jour Bourdin dit Daesh, c'est le FN, c'est Daesh, etc. Elle s'énerve et elle met en ligne une photo qu'elle a enlevée après, une photo d'une atrocité de Daesh. Poursuite immédiate. Poursuite sur la base de textes de protection de l'enfance, hein, comme si elle était, vous voyez, un enseignant qui avait, ou un professeur de droit public, hein, qui avait mis des photos sous les yeux des enfants. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Elle est poursuivie, mainlevée de son immunité parlementaire, mise en examen, convocation chez le psychiatre. La patronne du premier parti d'opposition convoquée chez le psychiatre, on n'est pas chez Bresnel, là, on est chez Emmanuel Macron. Hein, avec des magistrats, ils n'ont pas reçu l'ordre de le faire, ils l'ont fait très spontanément. Et aujourd'hui, on a une candidate qui est annoncée dans les sondages à 45% au deuxième tour, ce qui n'est pas tout à fait les sondages de 2017. Hein, eh bien, je veux dire, quand ils veulent, ils peuvent réactiver les procédures judiciaires. Attendez, pourquoi on va me dire, vous affirmez, vous leur prêtez des intentions, mais attendez, qu'est-ce qu'ils ont fait en 2017 ? C'est ce qu'ils ont fait en 2017. Alors moi je veux bien, hein, mais on a le droit d'avoir des doutes sur leur impartialité politique dans cette période. Et je dis ça, mais pour ajouter tout de suite, si jamais il y a une alternance, quelle qu'elle soit, je ne sais pas, hein, si le général de Villiers est élu président de la République, ou que sais-je, je fais exprès une provocation, mais qu'est-ce qui garantit que la suite et la mise en œuvre de cette alternance ne sera pas sous le feu d'une justice à ce point politisée? Je ne sais pas. Parce que regardez ce qui se passe. Et qui vient conforter ce que je dis concernant Éric Dupond-Moretti. Vous avez la gestion de la pandémie. Gabegie totale dans la première partie, dans le premier confinement. Nous sommes bien d'accord. Très bien. On lance des procédures. Les procédures de santé publique, il y en a pour des années. C'est très long, j'ai participé à plusieurs dossiers de cette nature. Hein. Il y a des expertises, des liens de causalité à établir, il y a tout un tas de choses. Hein. Tout ça va prendre un temps fou. Et bien évidemment, ça ne doit pas remplacer le contrôle politique. Alors, comme celui-ci s'exerce mal, c'est sûr que les gens ont tendance à vouloir aller dans les prétoires. Mais, rappelez-vous, au mois de novembre, Emmanuel Macron fait une émission
à 20 heures, avec Anne-Sophie Lapix en face de lui, puis je ne sais plus qui d'autre, hein, c'est peut-être Boulot, enfin peu importe, et il explique qu'on va durcir, etc. Ce n'était pas pour l'annonce du confinement. Le lendemain matin, à 6h30, 7 perquisitions, dont le ministre de la Santé en exercice, chez lui, hein, dans son domicile. C'est violent, une perquisition. Hein, chez l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, etc., etc. Écoutez, moi je veux bien, mais enfin voyons, hein, une opération de cette nature, avec la mobilisation que ça implique, les décisions qui doivent être prises pour le faire, etc., arrivant le lendemain du jour où le président de la République s'est mouillé et a essayé de faire un acte d'exécutif fort, je trouve que c'est curieux. Alors, donc, au bout de ce livre qui décrit, donc qui dépeint les années Chirac, les années Sarkozy, Hollande et bien sûr ce que vous appelez le système Macron, on se pose la question, c'est est-ce qu'il y a moyen de changer ces mauvaises pratiques? Est-ce qu'il y a moyen de remettre les choses dans le bon sens, d'éviter qu'un contre-pouvoir en France ou l'un de nos pouvoirs ait trop de pouvoir? Je vais commettre des sacrilèges. Dans le livre, je fais des propositions. Elles vont faire hurler, c'est possible, mais j'insiste. Hein, un de vos confrères a dit c'est une charge, oui, fouillée, documentée. Il a rajouté fondée, c'est très flatteur. Hein, mais je ne me contente pas d'une dénonciation, je dis, à mon avis, voilà quelques orientations et quelques pistes. Je crois qu'il faut restituer à la magistrature la légitimité de sa fonction. Renaud Van Ruymbeck, qui est un magistrat éminemment respectable, hein, vient de sortir un livre, il a pris sa retraite, hein, j'en parle un peu dans le livre et je lui rends hommage, pas sur tout, hein, mais sur un certain nombre de choses. Et oui, il fait partie des magistrats que vous avez plutôt à la bonne, hein, c'est pas, contrairement à beaucoup d'autres oui, dont vous faites des portraits plutôt peu amènes. Mais lui, vous l'épargnez. On peut dire épargné. J'ai du respect pour lui. Mais il a donc, j'ai entendu ce qu'il disait autour de ça. Et donc, il a, c'est très intéressant, son livre est paru il y a quelques jours, c'est qu'il est sur des positions théoriques et institutionnelles qui sont aux antipodes des miennes. C'est-à-dire que lui, il dit, voilà, trop d'inégalités, la fraude fiscale c'est affreux, donc il faut restaurer de la morale, etc., etc. Oui, moi je partage ces idées. Je suis peut-être même plus, comment dire, plus net que lui là-dessus. Hein, ma vie militante en témoigne. Le problème, c'est qu'il ne faut pas être magistrat pour ça. Il faut militer, il faut se présenter aux élections. Ce sont des questions politiques. La fraude fiscale, on doit combattre la fraude fiscale, c'est une question politique. Monsieur le juge, on va venir vous voir. On va vous dire voilà ce qui s'est passé. Hein, donc vous allez vérifier est-ce que ça s'est bien passé. Vous allez constater qu'il y a une vérité judiciaire, qu'effectivement il y a eu de la fraude. Je ne sais pas, je dis ça au hasard. Vous avez quelqu'un, au hasard totalement, hein, vous avez quelqu'un qui décide de s'auto-attribuer un taux de TVA. Il dit, moi, la TVA de 20% que tout le monde paye, non, moi, c'est 2%. Bon, donc il va détourner l'argent que versé par ses clients, hein, puisqu'il n'est que percepteur, le commerçant. Il doit ensuite donner l'argent à l'État, il va le garder pour lui. Bon, donc... Vous faites allusion, en réalité, vous savez très bien de qui vous voulez parler. Hasard. Vous ne parlez pas du hasard. Je suppose que vous faites allusion à Edoui Plenel, le directeur du site d'information qui s'appelle Mediapart et qui, effectivement, pendant plusieurs années, s'est acquitté d'une TVA à taux réduit, celle sur la presse papier payante, alors que, étant donné que c'est un site web, il aurait dû payer la TVA plein pot. Non, il aurait dû payer la TVA plein pot parce que c'était la loi. Ce personnage a considéré que la loi était à géométrie variable et qu'il avait le droit de s'auto-appliquer une loi, ce qui est absolument magnifique. Bon, donc, pour dire toutes les choses, une décision de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il était de mauvaise foi. Il est donc, juridiquement, on peut considérer que c'est de la fraude fiscale. Il y avait également un problème judiciaire pénal. Curieusement, il n'y a jamais eu de procédure. Si vous voulez, vous détournez 200 € de TVA, vous êtes bon, hein, vous êtes bon pour la correctionnelle. Là, 4 millions, pas de problème. Bon, donc,
on a effectivement, dans une affaire de fraude, le juge il va regarder, hein, il va constater, ben oui, monsieur, voilà, vous avez perçu, tac, 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 vous avez, et puis vous ne l'avez pas restitué, hein, et donc, ok, vous avez détourné tant, hein, je vous condamne, parce que les faits sont établis, parce qu'ils sont prévus et réprimés par le code pénal. Par conséquent, je vous condamne. Alors, je vais vous condamner peut-être sévèrement. D'abord parce que moi, je considère que c'est très mal. Hein. La société considère que c'est très mal. C'est surtout la société qui considère que c'est très mal. Parce qu'il y a une jurisprudence. Je regarde ce que font mes collègues, etc. Et par conséquent, on va vous punir. On va vous punir hein, parce qu'il y a une, comment dire, une politique pénale dans ce pays. Hein. On a une vision. Je veux dire, il y a... je vais reprendre une affaire récente, mais il y avait une espèce de complaisance, il fut un temps au début des années 70 sur les questions de pédophilie, aujourd'hui c'est le crime des crimes, hein, puisque François Hollande vient encore de dire qu'il fallait que ce soit imprescriptible à l'instar des crimes contre l'humanité. Je ne me prononce pas sur le fond, hein, je dis simplement qu'il y a eu des changements. Donc le juge, il est là pour ça, et il va prendre des décisions en fonction des éléments dont je viens de parler. Hein, pas en fonction de ses positionnements politiques ou de sa subjectivité extrême et tout. Non, 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 non. Il a un certain nombre de choses à faire et c'est ça la justice. Alors, comment on lui restitue l'autorité qui lui permet de le faire hein, et comment est-ce qu'on le ramène à cette impartialité et à cette mission de rendre la justice. Je parle de la justice pénale essentiellement, là, vous l'avez compris. Donc, moi je pense qu'il y a des questions relatives à la formation et au recrutement. Hein, je vois ce qui se passe en Grande-Bretagne, je vois ce qui se passe en Israël. Hein, j'ai un ami israélien qui me l'a décrit récemment. C'est-à-dire que vous avez un mélange, vous avez des jeunes qui vont à l'école, etc. L'école de la magistrature. Hein, et vous avez des avocats, des professeurs, etc., qui sont recrutés avec un minimum de 30-35 ans. En général, on prend les meilleurs, on les paye bien. Hein, et puis, on a donc un brassage, parce qu'actuellement, vous sortez de l'école de la magistrature à 25 ou 26 ans avec un permis de juger, avec une expérience sociale très faible, hein, et qui ne va pas tellement s'améliorer, parce que et c'est normal, parce que vous avez un corporatisme puissant, hein, et que par conséquent, vous aurez du mal à vous abstraire de ces contraintes directement sociales. Il y a également un autre problème qui me semble très très important, c'est la séparation radicale des autorités de poursuite, c'est-à-dire le parquet, et du siège. En France, c'est quand même extraordinaire, tout le monde est magistrat, c'est Napoléon qui a voulu ça, parce qu'il voulait que les parquetiers surveillent les magistrats du siège. Or, si vous voulez, aujourd'hui, c'est un doux mélange. Hein. Vous avez des gens qui sont un jour procureurs, le lendemain ils deviennent chefs de cour, etc. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein. Vous avez des connivences. Je veux dire, moi, toute ma carrière professionnelle, je l'ai ressenti. Je suis tombé sur des magistrats formidables, des parquetiers qui d'ailleurs, n'ont fait que ça. Vous prenez quelqu'un comme Philippe Bilger, il est resté au parquet toute sa vie. Ça, c'est une vraie probité professionnelle, quoi, parce que c'est vrai que... Alors, non pas qu'il soit monstrueux de passer au siège, mais c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes pratiques, et surtout, ça vous met dans une situation un peu particulière. Lorsque vous êtes juge du siège, vous avez un avocat, vous avez un parquetier qui est l'avocat de la République, puis vous avez deux parties. Or, actuellement, du fait qu'ils sortent de la même école, qu'ils peuvent passer d'un corps à l'autre, etc., hein, ben le parquet qui fait des poursuites, c'est votre copain. C'est votre semblable sur le plan culturel, sur le plan professionnel, sur le plan des carrières. Donc ça, je suis désolé, Alors, il faut que ça change. Donc vous pensez qu'il faut séparer ces deux corps, c'est-à-dire les magistrats qui enquêtent et les magistrats qui jugent. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme certains d'ailleurs, notamment à la France Insoumise le souhaitent, qu'il faudrait donc également que les magistrats qui enquêtent soient indépendants vis-à-vis de leur tutelle politique. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays dans lequel nous avons des parquetiers, comme vous dites, qui sont sous l'autorité administrative directe du ministre de la Justice. Et vous vous rendez compte de ce que disent les gens qui profèrent cette absurdité? Ils vous disent... C'est-à-dire, vous dites que c'est absurde de demander que ces gens-là prennent leur indépendance. Mais enfin, vous rendez compte que ce sont les autorités de poursuite qui ont des prérogatives importantes hein, concernant l'enquête, etc., qui ont les moyens de l'État.
La puissance de l'État, la violence de l'État quand même. Hein. Excusez-moi, être soumis à une procédure judiciaire, hein, c'est dur, c'est très dur, surtout dans ces époques médiatisées, etc. Donc, ceux qui vont disposer de cette puissance, ils se lèvent le matin, ils sont indépendants, je fais ce que je veux, je poursuis qui je veux, j'ai de compte à rendre à personne, je suis là, tranquille, ça ne va pas. La soumission à l'exécutif, c'est un exécutif qui doit être démocratique, et bien c'est la légitimité de l'autorité de poursuite se déduit de celle du patron de l'exécutif. Enfin, ça me paraît logique, ça me paraît légitime. Hein. Vous voyez, par exemple, moi je serais pour que cette séparation soit radicale, et je voudrais qu'elle soit également physique, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas dans les mêmes locaux. Ils ne sortent pas de la même école. Ou s'ils sortent de la même école, une fois qu'ils ont fait le choix du parquet, c'est pour 15 ans, 20 ans. Hein. Donc, pas qu'on ait cette espèce de système, et c'est normal, le corporatisme, vous l'avez à l'X, vous l'avez partout, et il est très puissant chez les magistrats. Il est très très puissant. Il est d'autant plus, d'ailleurs, il est très gênant parce que, si vous voulez, la justice, quand vous entendez « il faut faire confiance à la justice », dites-vous, c'est une stupidité que cette phrase. Tout le système judiciaire repose sur la défiance vis-à-vis de l'homme-juge. Sinon, pourquoi les procédures? Sinon, pourquoi le double degré de juridiction? Sinon, pourquoi la collégialité? Sinon, pourquoi la Cour de cassation? Attendez. Si on doit faire confiance, ben venez, tiens, puis tu discutes. Non, il y a des procédures, des débats contradictoires, vous devez écouter, vous avez des règles à respecter. C'était mon maître en philosophie du droit, Rudolf von Gering, bien qu'il fût allemand, hein, qui disait adversaire acharné de l'arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté. Donc, ce formalisme, hein, qui vous protège de l'arbitraire, qui protège essentiellement les innocents d'ailleurs, hein, c'est pour ça, hein, eh bien, il repose, il a été mis en place parce qu'il faut se méfier de l'homme. Ce que je disais à mes étudiants quand j'enseignais, je disais, méfiez-vous de la justice parce qu'elle est rendue par des gens comme moi. Donc vous m'en mettez un de chaque côté, hein, et puis vous mettez un degré au-dessus de moi, hein, que je puisse, parce que je peux me tromper, je peux être odieux, je peux faire des erreurs, etc., etc. Donc ça n'est pas déshonorant, vous voyez ce que je veux dire C'est humain. Et puis surtout de dire, voilà, il faut voir ça en face. Alors, sur les trois mesures dont je parle... Donc, on sépare les parquetiers des magistrats du siège. On réforme la formation et on fait rentrer des gens... On casse l'entre-soi sociologique, voilà, idéologique de cette, je ne vais pas dire cette caste, de ce corps, pardon, de ce corps administratif. Et là, le pire du pire. Alors, le troisième. Oh, le pire du pire. On supprime le syndicalisme dans la magistrature du siège. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des officines, parce que je suis désolé. Comme pour l'armée. Enfin, voyons, vous avez des gens... un texte est examiné au Parlement, séparation des pouvoirs, vous avez immédiatement le syndicat de ceci, le syndicat de cela qui dit « Ah ouais, mais c'est pas ce qu'il aurait fallu faire. » Ah non, il faut aller voir les communiqués sur les pages web. C'est impressionnant. On ne vous parle pas de la rémunération, on ne vous parle pas des conditions de travail. On vous parle des décisions prises par l'exécutif et le législatif. C'est n'importe quoi. Ah, moi, je suis tout à fait opposé à ça. Magistrat du parquet, oui, évidemment. Évidemment, ce sont des fonctionnaires. Donc, voilà. Donc, c'est tout à fait logique, principe. Ils ont des syndicats qui défendent leurs intérêts, c'est très bien. Hein. Mais les magistrats du siège, non. Non. Alors voilà, je vous disais que bon, c'était un peu sacrilège tout ça, hein, et on part de loin, mais en tout cas, c'est étayé. C'est pas un petit essai que vous avez produit. C'est passionnant d'ailleurs. C'est très gentil. Vraiment, ça se lit comme un roman. On traverse comme ça des décennies, et on comprend où vous voulez en venir effectivement. Et on se dit que c'est peut-être pas si compliqué que ça, d'ailleurs, d'obtenir ça serait peut-être pas si difficile de faire cette petite révolution culturelle et technique au sein de la magistrature. Alors, vous savez, je pense que
La première chose à faire, enfin la première chose à faire, une chose importante à faire, c'est pour ça que Nicolas Sarkozy a commis des erreurs avec ses histoires des petits pois sans saveur. François Hollande, quand il a parlé, un président ne devrait pas dire ça, etc. Il faut, à mon avis, mieux les considérer. Comment dire, une mission très importante et il faut les restaurer, y compris dans les conditions matérielles d'exercice. Il veut dire qu'ils ne sont pas très bien payés. Ils ne sont pas idéalement payés. Bon, ils ne sont pas accablés de boulot, sauf pour certains qui veulent faire carrière, etc. Ce qui est normal, hein, très légitime. Mais donc, c'est une. Voilà, je crois qu'il faudrait restaurer, y compris dans le recrutement, l'échevinage, vous savez, en faisant venir des gens d'ailleurs. Hein, moi, je pense que c'est une fonction très prestigieuse que devrait être celle du juge du siège. Hein, et actuellement, quand vous avez effectivement, vous voyez Eric Alphen qui incarnerait le juge justicier, je préfère, je vous l'ai dit, Renaud Van Wimbeck, mais bon, non, il y aurait nécessité de restaurer la fonction du juge dans les institutions de la République. Ils ont été instrumentalisés longtemps et maintenant ils se sont émancipés de cette instrumentalisation en se politisant. Dans les deux cas, c'est pas possible. Bah, écoutez, sur cette note d'espoir finalement, puisque peut-être que vous allez être lu par les décideurs, par les juges. C'est un livre quand même dont on parle déjà beaucoup dans la presse. J'ai envie de penser que vous allez peut-être faire bouger les choses. Ah, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Surtout que si vous voulez, et puis je vais conclure là-dessus parce que vous avez noté que je peux être intarissable sur toutes ces questions, c'est que depuis que je suis devenu publiciste, j'ai été publiciste en spécialité professionnelle, hein, publiciste, je me suis beaucoup exprimé dans les colonnes de Fonds Populaire, sur le site Vue du Droit. C'était l'idée de faire passer, d'expliquer un certain nombre de choses. Ce livre est aussi une synthèse de ces réflexions. Hein, ce n'est pas un testament du tout, hein, mais c'est simplement de dire, attendez, voilà ce à quoi j'ai assisté, voilà ce que j'ai compris de ces événements, voilà comment je les ai analysés, et je pense qu'il y a urgence à prendre ça à bras-le-corps et de changer. Et ça, je veux dire, c'est bon, moi, à ma place, j'explique ça, mais maintenant, il faudrait qu'il y en ait certains qui se retroussent les manches, quoi. Bien, Régis de Castelnau, je vous remercie vivement de m'avoir C'est moi accordé qui vous remercie cet entretien. de m'avoir supporté aussi longtemps. Et bien surtout, on va encore vous supporter pendant de longues années dans les colonnes de Fonds Populaires et sur le site web. Vous savez très bien que c'est avec un immense plaisir. Merci à vous.